Appui budgétaire accordé à la République démocratique du Congo par le Fonds monétaire international. Kristalina Georgieva va échanger ce mercredi avec Félix-Antoine Tshisekedi. La directrice générale du FMI est à Kinshasa depuis ce mardi soir. Dans le nord, Ubangi, démission ce mercredi du gouverneur Isato Nzenge, pourtant visé par une motion de censure. Ces derniers évoquent trop des pressions exercées sur sa personne. 200 000 francs congolais, c'est le montant à payer pour les frais académiques année 2021-2022. L'une des résolutions prises lors des derniers états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, rendue publique ce mardi par le ministre de tutelle. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, est arrivée mardi soir à Kinshasa pour une visite du travail de 3 jours dans les pays. Georgieva aura une séance de travail avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. D'autres rencontres sont prévues avec plusieurs officiels de la RDC, notamment le Premier ministre Sama Lukonde, la gouverneure de la Banque centrale du Congo et les ministres des Finances. La visite devra se clôturer jeudi avec les organisations de la société civile, économiste, ancienne directrice de la Banque mondiale et professeure d'université à Sofia. La patronne du FMI vient parler du programme d'appui budgétaire accordé à la RDC avant le conseil d'administration du FMI qui se tiendra à la deuxième quinzaine du mois de décembre. Et puis la République démocratique du Congo dispose désormais de son plan stratégique de couverture santé universelle, un plan qui a été validé mardi 7 décembre par le Conseil national de la couverture de santé universelle au cours de sa réunion du comité de pilotage présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le plan stratégique de la couverture santé universelle a été présenté à cette réunion par le Dr Roger Kamba, le coordonnateur du comité technique de coordination et conseiller spécial du chef de l'État chargé de la couverture santé universelle. Selon le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani, l'adoption du plan stratégique est une importante étape dans le processus d'accès égalitaire aux soins de santé des Congolais. La vision du chef de l'État est de donner l'accès aux soins de santé à tous les Congolais sans que cela n'impacte sur leurs finances, a commenté M. Mbongani. Et pour y parvenir, le ministre de la Santé a ajouté que le travail se fait avec la contribution de tous les décideurs concernés, étant donné que la couverture santé universelle est transversale, ce qui a justifié la présence à cette réunion de plusieurs ministres. À titre de rappel, le président de la République, le Premier ministre et les ministres sectoriels sont membres du Conseil national de la couverture santé universelle. Le ministre des Finances et celui du Budget sont attendus dans 48 heures au Sénat après la présentation par leurs adjoints mardi 7 décembre en plénière de la loi de réédition des comptes exercice 2020 et les collectifs budgétaires 2021. Au cours de cette plénière présidée par Modeste Batiloukwebo, il a été donc décidé que Nicolas Kazadi et Meboji viennent dans 48 heures pour rencontrer les préoccupations soulevées par les sénateurs. Le Sénat étant l'émanation des provinces, les élus des élus ont pour la plupart, dans leurs interventions, mis un accent particulier sur le développement de ces dernières. Ils veulent avoir des explications claires et nettes en ce qui concerne par exemple la caisse des péréquations, la retenue à la source de 40% des ressources financières des provinces, le degré d'exécution des projets de développement dont les fonds ont été débloqués, ainsi que la part réservée aux 145 territoires que compte le pays pour leur développement. Le président du Sénat a tapé du poing sur la table quant à la pertinence des réponses à réserver aux préoccupations des sénateurs par ces deux membres du gouvernement. Lorsqu'ils apporteront avec leurs titulaires les réponses, que ce ne soit pas des réponses de complaisance, qu'ils tiennent compte de toutes les observations pertinentes pour que ce ne soit plus un refrain, comme l'a dit l'une de nos collègues,
la même chanson, les mêmes recommandations, on reprend la même situation, mettons du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Il faut noter qu'à quelques jours de la clôture de cette session essentiellement budgétaire, la plénière a décidé l'unanimité de réaménager son calendrier qui prévoyait en grande partie la matière sur le contrôle parlementaire. Plusieurs questions avec débat ont été renvoyées à la session de mars prochain pour permettre aux sénateurs de s'atteler à l'examen du projet de loi des finances 2022, projet qui traîne encore à l'Assemblée nationale. Nous allons rester au Parlement, cette fois à la Chambre basse, où les ministres de l'économie et celui de l'enseignement supérieur et universitaire sont attendus ce mercredi pour répondre aux questions orales adressées respectivement par Alphonse Songoï Kassanji et qui cherche à comprendre pourquoi les petits commerces sont exercés par les expatriés, et les députés Jean-Pierre Kayembe qui attend des Moïndo Zangui des explications sur des nominations des animateurs sans qualité ni compétence dans certains établissements. Et on vient d'apprendre du député Ngoï Kassanji que le ministre de l'économie vient de voyager pour la Namibie. Et puis à l'approche du début de l'année académique 2021-2022, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire a donné des nouvelles instructions issues des états généraux de l'issue tenus au mois de septembre dernier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, notamment la fixation des frais académiques à 200 000 francs congolais pour les classes de recrutement et 160 000 francs pour les classes montantes. Les frais d'inscription est fixé à 20 000 francs congolais. Direction le Nord Ubangi, démission ce mercredi du gouverneur Isato Nzenge Koloke de ses fonctions, pourtant visées par une motion de censure. Ces derniers évoquent trop de pression exercée sur sa personne par les députés provinciaux, alors que la province éprouve d'énormes difficultés sur le plan financier. C'est le gouverneur du Nord Ubangi lui-même qui a annoncé la nouvelle ce mercredi 8 décembre 2021. Une démission qui intervient après une motion de censure initiée contre lui et son gouvernement provincial. Dans sa motivation, Isato Nzeke Koloke évoque la pression des députés provinciaux et l'instabilité institutionnelle et prie par ailleurs le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, de trancher. La province du Nord Ubangi, dit les désormais ex-gouverneurs, traverse des difficultés financières, mais les députés provinciaux ne tiennent pas compte de cela. Ils veulent toujours faire pression sur le gouverneur. Voilà pourquoi il a pris la courageuse décision de démissionner de ses fonctions du gouverneur du Nord Ubangi. À Gbadolite, certains regrettent le fait que le gouverneur Isato Nzenge Koloke démissionne de ses fonctions alors qu'il avait des projets ambitieux pour le développement de cette province et dénonce par la même occasion le mauvais comportement des élus provinciaux qui, au lieu de voter les édits et faire des propositions à l'exécutif pour développer la province, n'ont cessé de faire pression sur le gouverneur Nzeke pour leur propre intérêt en ne visant que l'argent au détriment du bien-être du souverain primaire. Disons que la même situation est vécue par les exécutifs provinciaux un peu partout en République démocratique du Congo. Et en justice, le sénateur Augustin Matata Ponyo vient de saisir le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il fustige l'acharnement sur sa personne dans le dossier Boukangalonzo quand on sait que la Cour s'était déclarée incompétente. Jean-David Kilolo. Augustin Matata Ponyo ne désarme pas quand il faut réclamer ses droits, les plus légitimes et reconnus par la Constitution. Après le Sénat, l'ancien Premier ministre a, dans une correspondance signée par son avocat, saisi l'office du procureur général près la Cour constitutionnelle avec une copie réservée au président de la République pour dénoncer l'acharnement sur sa personne. Pour les sénateurs, l'attitude du procureur s'écarte fondamentalement de la ligne de la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui limite et encadre spécifiquement les attributions. Les sénateurs rappellent au procureur général qui s'était dessaisi du dossier et c'est à ce titre que la Cour constitutionnelle saisie a décliné sa compétence.
pour l'avocat du sénateur Augustin Matata Pogno. Aucune poursuite n'est enclenchée contre son client pour le moment après les prononcés de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, de sorte qu'il jouit de sa liberté de circuler librement, de fixer sans justificatif sa résidence, de quitter le pays et d'en revenir. L'en empêcher, ce serait une violation coupable des lois de la République et il ne résistera pas à la tentation d'agir comme de droit. Pour Maître Laurent Onyemba, l'attitude du procureur s'écarte de l'esprit et de la lettre des dispositions constitutionnelles relatives à la liberté individuelle et s'apparenterait de plus en plus à un excès de pouvoir, mieux, à un abus d'autorité, qui sont pourtant contraires à l'esprit de l'état de droit voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laurent Onyemba insiste que son client appelle aux différentes autorités, au chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'assurer sa protection contre l'acharnement et les dérives dont Augustin Matata Pogno est victime. Le président de la CENI, Denis Kadima, a reçu en audience ce mardi l'ambassadeur du Royaume de Suède accrédité en République démocratique du Congo, Henrik Rasbrandt, a, au cours de ces échanges, dit le soutien de son pays au processus électoral en RDC. Revenu à son quotidien routinier après sa participation active au séminaire d'imprégnation structurelle et thématique de 10 jours, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a eu une entrevue mardi avec l'ambassadeur du Royaume de Suède, Henrik Rasbrandt. Les deux personnalités ont focalisé leurs échanges sur le processus électoral qui se met progressivement en place, se basant sur la feuille de route élaborée lors du séminaire d'imprégnation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Ça a été pour moi une visite de courtoisie, puisque le président de la République, dans son allocution, il a invité la communauté internationale à accompagner la RDC. Le président de la CENI, M. Denis Kadima, vient juste de prendre ses fonctions et ça a été l'occasion pour moi, bien sûr, d'échanger avec Monsieur le Président. Et on a échangé bien sûr un peu sur le passé, mais surtout on s'est concentré aussi sur l'avenir, sur le processus électoral, sur l'organisation du travail de la CENI, sur la feuille de route qui est en train d'être élaborée, sur la participation politique des femmes. Ce qui est aussi pour nous et aussi pour Monsieur le Président une question très importante. On a parlé aussi bien sûr de cet objectif d'un processus transparent et ouvert afin de pouvoir organiser des élections transparentes, crédibles et ouvertes vers la fin de 2023. Depuis sa prise des fonctions à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, multiplie des audiences avec différentes personnalités et ONG. Assistance humanitaire des populations vulnérables et victimes des différents conflits et fléaux intercommunautaires en République démocratique du Congo. Plusieurs organisations des Nations Unies et quelques donateurs se sentent mobilisés en faveur de ces populations pour la paix durable et le développement dans leur milieu de vie. C'est au ministère du Plan que cette rencontre a eu lieu pour planifier des actions à mener en faveur de ces populations. C'est auprès du ministre d'État en charge du plan, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et coordonnateur des agences humanitaires à Kinshasa qui a conduit une forte délégation composée des ambassadeurs et représentants des agences du système des Nations Unies œuvrant en RDC. Cette rencontre, tenue simultanément par visioconférence, a connu la participation des autres membres du programme des fonds de consolidation de la paix présent à New York, aux États-Unis. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba, qui a co-présidé cette réunion avec les donateurs du programme des fonds de consolidation de la paix, ont évalué ensemble l'exécution des projets de ces programmes jugés bénéfiques dans les provinces, dont les Kasaï centrales et les Tanganyika. Je me dois de nous féliciter quant à l'extension du programme des fonds de consolidation de la paix pour une durée de 5 ans à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bailleur des fonds et partenaire technique du programme des fonds
de la consolidation de la paix ont salué la franche collaboration avec le gouvernement représenté par les ministres du Plan dans l'exécution de ces programmes qui courent jusqu'en 2024. Nous avons fait beaucoup de progrès pour stabiliser ces zones en partenariat, bien sûr, avec les gouvernements provinciaux, mais aussi avec le ministère du Plan qui joue un rôle crucial dans la coordination de toutes les interventions des partenaires dans le Kasaï et le Tanganyika. Christian Mondonsimba Kabulo a réitéré la gratitude au nom du gouvernement pour l'appui technique et financier dont bénéficient des millions de Congolais. Il a également demandé aux provinces bénéficiaires de ces programmes qui ont participé à cette rencontre par visioconférence de s'impliquer dans la pérennisation de ces acquis. Vous le remarquez certainement, l'hôtel de ville de Kinshasa a aménagé depuis les débuts du mois de décembre des décorations sur certains sites fréquentés de la capitale, notamment la gare centrale, le quartier magasin à Kitambo, la place des artistes à Victoire, ainsi que le long des boulevards pour les festivités des fins d'année et des nouvel an. Ces sites accueillent du monde tous les soirs sous l'ambiance de ces lumières. La ville de Kinshasa, très bien éclairée tous les soirs à travers des belles décorations, le long du boulevard Lumumba, traversant une grande partie de la ville, sur le boulevard du 30 juin et sur l'avenue 24. Une initiative de l'hôtel de ville en période de fin d'année pour le fête des nativités et de Saint-Sylvestre. Certains espaces décorés aux jouets lumineux et des sapins reçoivent tous les soirs différentes catégories de personnes, comme des jeunes couples, des adolescents ainsi que des familles. Une ambiance chaleureuse caractérise la gare centrale qui accueille d'un côté les petits enfants séduits par ces jouets géants et lumineux, de l'autre côté les adolescents immortalisant ces instants à travers des photos, sous le regard admiratif des adultes et parents. Une occasion pour les uns de se retrouver en famille et passer du temps. Pour d'autres, rompre avec la monotonie. Ces décorations plongent Kinshasa dans les fêtes de fin d'année et Nouvel An, dans une ville à la chaleur humaine légendaire. C'est déjà depuis qu'on a fait cette décoration, je suis arrivée ici 2 fois. Je trouve que c'est super, au fait, quelques souvenirs d'enfance et je trouve en tout cas c'est super. Par ailleurs, à Kitambo Magasin, les gens ne peuvent pas profiter des décorations pour cause de panne d'électricité. Cette situation serait répétitive depuis plusieurs mois, s'exclament certains photographes croisés sur les lieux. Une situation qui cause pour eux un manque à gagner. Nous avons un problème d'éclairage public. Vous avez vous-même constaté, il y a des jeux de lumière partout, il y a des jouets, tout ce qu'on a décoré, mais le site est sombre. Les travaux d'embellissement de la ville continuent. Les prochains sites aménagés sont ceux de Limité et Victoire, place des artistes. Nous vous y amènerons dans quelques jours. Entre-temps, passez des bonnes fêtes dans la paix. Et dans l'entretemps, nous nous rendons dans le Haut-Katanga où les artistes, musiciens, comédiens et mécènes de cette province qui se sont distingués durant l'année 2021 ont présenté leur trophée raflé au niveau provincial, national et international au gouverneur Jacques Yaboula Katoué. Cette cérémonie, couplée de la journée mondiale de la musique, s'est déroulée au cours d'une soirée des galas organisée en l'honneur des lauréats. Le gouvernement provincial, à travers le commissaire en charge de la culture et des arts, a organisé une soirée à la fois culturelle et artistique, animée par différents artistes venus de toutes les villes de la province du Haut-Katanga. Les lauréats, 7 au total qui ont remporté différents prix au niveau provincial, national et international, étaient bien présents. La commissaire provinciale en charge de la culture, Immaculée Bagabé, a dans son mot remercié le gouverneur de la province du Haut-Katanga pour la promptitude avec laquelle il a agi afin d'encourager les artistes de sa province. Elle a aussi félicité les artistes qui ont pu, malgré la pandémie, réaliser des œuvres qui ont honoré la province. Les lauréats, pour leur part, ont promis de faire plus afin de faire connaître la musique haut-katangaise partout ailleurs et ont par la suite invité leurs collègues de persévérer et de mettre du sérieux dans leur travail. Prenant la parole, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a de prime abord félicité tous les artistes haut-katangais et en particulier les lauréats pour leur travail, car cela fait la fierté de la province. Je voudrais donc vous encourager à poursuivre votre carrière. Certes, elle n'est pas facile, elle est très difficile, mais je crois qu'avec notre encadrement, nous allons devoir vous permettre d'atteindre vos finalités et vos rêves. Et je crois la mission qui nous est assignée par le président de la République, c'est aussi de veiller sur vous.
L'instant d'après, le gouverneur Jacques Aboulakatou s'est fait présenter les trophées raflés par ces hommes de la culture. Le premier des Haut-Katangais, en homme de culture hors pair, devient ainsi de plus en plus le gouverneur qui réussit quasiment dans tous les domaines, et cela grâce à sa proximité avec les artistes, qui reste véritablement un atout. Et puis dans le monde, ce mercredi 8 décembre, l'Allemagne tourne une page et pas de moindre, puisque Olaf Scholz, le leader du SPD, le Parti social-démocrate allemand, est élu nouveau chancelier après 16 ans de gouvernance assurée par Angela Merkel. Olaf va diriger un gouvernement des coalitions avec les libéraux du FDP et les Verts qui font leur entrée dans un gouvernement fédéral. C'est une grande première en Allemagne. L'élection de ce mercredi 8 décembre à Bundestag d'Olaf Scholz au poste de chancelier marque une véritable rupture avec le gouvernement précédent. Le contrat signé entre les trois partis, FDP et le Vert, qui forment cette coalition, est une première au niveau fédéral selon Anne Depernay et doit permettre de transformer en profondeur un pays qui tourne la page à 16 années d'austérité, estime la députée européenne du Parti de Verts allemand, une formation qui fait partie de cette coalition. C'est une pari sur l'avenir, la première fois que l'Allemagne se retrouve avec une équipe qui compte 3 partis qui font gouverner ensemble en coalition. Il y a 2 points sur lesquels nous ne sommes pas parvenus à fixer le ligne qui nous était chère, ajoute-t-elle, qu'on a dû faire de compromis. C'est évident, surtout avec les libéraux, mais aussi avec la social-démocratie. Mais les enjeux de la société, que ce soit la pandémie, le climat, et que ce soit la transformation en profondeur vers une écologie de demain. Ce sont des enjeux tellement importants qu'en étant écologiste, nous n'avons pas le choix, il faut y aller. Signalons que d'après Paul Maurice, le contrat de coalition qui a été entériné par les adhérents de 3 formations politiques est très ambitieux et dans de nombreux domaines, mais il faut préciser que ces contrats n'ont aucune valeur contraignante. Et on va ouvrir la page sportive de ce journal avec le football essentiellement éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. La Fédération congolaise de football association annonce 2 stages de préparation pour les Léopards de la RDC avant de jouer les barrages au mois de mars 2022. Ces 2 stages de préparation devront se dérouler aux Émirats Arabes Unis. Question de permettre aux Léopards de s'acclimater et d'être en jambes. Raoul Hector Cooper, sélectionneur des Léopards de la RDC, propose 2 mises au vert pour les préparatifs de l'équipe nationale avant le barrage prévu du 21 au 29 mars 2022. Qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les fauves congolais devront se déplacer pour les Émirats Arabes Unis pour affûter les armes, question de rester en forme pendant que ses potentiels adversaires seront en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Selon le programme de préparation d'Hector Cooper, la première mise au vert aura lieu du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022 à Abu Dhabi. 26 joueurs évoluant au pays en Afrique prendront part à ce stage. Le technicien argentin veut mettre à niveau ses footballeurs et leur donner ses plans et sa philosophie tactique. 2 matchs amicaux sont également programmés pendant cette période de préparation, notamment le match contre le Burkina Faso le 3 et une équipe locale le 6 janvier 2022. Le deuxième stage de préparation de Cooper est prévu du 22 janvier au 2 février 2022 à Abu Dhabi, toujours aux Émirats Arabes Unis. Les sélectionneurs nationaux Hector Cooper compte avoir tout son effectif pour cette deuxième étape de préparation pour bien aborder le match de barrage du mois de mars 2022. Ce stage lui permettra de peaufiner des stratégies afin de mieux aborder les 2 rencontres du dernier tour qualificatif pour la phase finale du Mondial Qatar 2022. 26 joueurs seront convoqués pour ce stage et la RDC jouera en amical le Bahreïn le 1er février 2022. La République démocratique du Congo connaîtra son adversaire du tour de barrage lors du tirage au sort prévu le 22 janvier 2022 à Yaoundé au Cameroun pendant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Appui budgétaire accordé à la République démocratique du Congo par le Fonds monétaire international. Kristalina Georgieva va échanger ce mercredi avec Félix Antoine Tshisekedi. La directrice générale du FMI est à Kinshasa depuis ce mardi soir.
Au nord Ubangi, démission ce mercredi du gouverneur Isa Tonzeng est colloqué, déjà visé par une motion de censure. Ces derniers voient trop de pression exercée sur sa personne. 200 000 francs congolais, c'est le montant à payer pour les frais académiques année 2021-2022. C'est l'une des résolutions prises lors des derniers états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, rendu public ce mardi par le ministre de tutelle. Restez avec nous, tout de suite, c'est la revue de presse. Et la lecture transversale de journaux parus ce mercredi, c'est avec vous, Jenny Kayembe Moussobola, bienvenue. Merci Nathalie Yoko, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, libération des Vital Kamere, sujet à la base des controverses, Jenny. Effectivement, à ces sujets, les commentaires vont dans tous les sens. Forum des As, pour sa part, revient sur les récentes libérations, notamment celle d'Eteni Lungundo, ancien ministre de la Santé publique, également cadre du parti au pouvoir. D'après les confrères, la mise en liberté de ce dernier, ajoutée à celle de l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga et Vital Kamere, fait un grand bruit dans l'opinion en République démocratique du Congo, notamment sur la toile. Le temps utilisé n'y cache pas la déception. Dans son édito, Forum des As a commenté ces sujets en soulignant que tel est un phénix qui renaît de ses cendres. Le vieux montre que le nouveau pouvoir accru, enterré, a fait et fin. La mort sans mourir, il est rentré à la vie par effraction en marchant sur l'infraction, d'où son exclamation: l'infraction est morte au pays, vive l'effraction. Réagissant à la liberté provisoire accordé à Vital Kamere, l'inspecteur en chef de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, rappelle que l'objectif de la mission de son service, c'est d'empêcher les détournements des deniers publics, renseigne politico.cd, et non de voir ces gens vivre définitivement en prison, mais pour qu'ils se corrigent. Un changement de narratif autour de la chronique judiciaire, pointe le confrère, parlant de la justice congolaise. La prospérité lui fait mention à l'affaire Matata, qui depuis un certain temps aurait été victime d'un acharnement interdit de tout mouvement, alors que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour juger les sénateurs Augustin dans l'affaire Boukangalonzo. Augustin Matata Pogno a de nouveau interpellé le procureur général près la haute cour à travers des lettres. Face à ceci, certains observateurs estiment que c'est une justice de deux poids, des mesures. Et puis après 8 mois de captivité au Mali par des groupes djihadistes, Olivier Dubois, journaliste français, est apparu dans une vidéo. Tout à fait, ces journalistes français étaient installés depuis plusieurs années au Mali avant d'être enlevés, lui a vu le dernier à Goua, dans le nord, alors qu'il était en plein exercice de sa profession. Un mois après son enlèvement, Olivier Dubois est apparu dans une vidéo dans laquelle il affirme être aux mains du groupe des soutiens à l'islam et aux musulmans, dirigé par Iyad Ajegali et lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, rapporte Radio France Internationale. Depuis, les autorités maliennes assurent être à pied d'œuvre pour sa libération et pour celle de tous les otages retenus dans le pays. Très inquiète, Paris affirme également mobiliser toutes ses ressources pour libérer Olivier Dubois. En tout cas, son apparition a soulagé tant soit peu sa famille biologique. Ce mercredi, son père, sa mère, sa sœur, ainsi que sa compagne lui envoient de messages au micro de la Radio France Internationale. Vraiment un ouf de soulagement, hein, surtout tout pour à sa fait, famille tout à fait, biologique. après Jenny. un mois d'absence. Vraiment. Merci beaucoup, Jenny, pour tous ces détails. Merci à vous autant. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.